Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? On va, à la limite, d'une certaine manière, continuer... à la limite, d'une certaine manière, dites donc. On va continuer la discussion qu'on avait hier, je ne sais pas si vous étiez là, avec Vincent Huguet, le fondateur de Malte. Malte est une de ces plateformes, l'une des plus importantes d'ailleurs, hein, qui aujourd'hui organise le travail des indépendants, mais des indépendants qui font un travail qui est quand même très très proche de celui qu'ils feraient s'ils étaient en CDI. Voilà. Et donc, derrière, il y a quand même un champ, alors je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, Emmanuel, législatif, régalien, etc., important. Donc Emmanuelle Barbara, elle est avocate, Auguste Debouzy, spécialisée dans ces questions de droit du travail. On avait beaucoup parlé de la réforme des prud'hommes ensemble il y a quelques années. Tiens, on pourra en dire un mot d'ailleurs. Et donc, on va démarrer avec ça. Ensuite, on retrouvera Patrick Sayer, que vous connaissez forcément, que j'aime beaucoup, qui va travailler avec l'école polytechnique à former les entrepreneurs d'excellence, les entrepreneurs polytechniciens. Je le dis avec le sourire, mais c'est quand même le signe, ça date pas d'aujourd'hui, hein, c'est le signe depuis, 5-6 ans, d'une profonde révolution quand même au cœur de notre chère jeunesse française. Il y a 10 ans, on va dire, pour mettre tout le monde d'accord, quand on faisait une grande école, on rentrait chez L'Oréal et point à la ligne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ou chez Engie, où vous voulez. Là, de plus en plus veulent être entrepreneurs. C'est passionnant. Benjamin Louvet, spécialiste matières premières. On parlera de ce qui se passe du côté du climat. Et puis, on ira... Alors ça, j'adore ça. Ça, c'est les nouveaux territoires... les nouveaux territoires des entrepreneurs, en l'occurrence l'orthodontie. Enfin, on va en discuter d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'on peut trouver comme une start-up qui veut réduire, mais de manière très spectaculaire d'ailleurs, les coûts de l'orthodontie. Enfin voilà, l'entrepreneuriat n'a plus de frontières. C'est parti, c'est Bismart. Donc, on démarre avec Emmanuelle Barbara. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Avocate, spécialiste du droit du travail. Et alors, vous avez écrit la Gazette des juristes. Comment s'appelle la publication? Enfin bref, dans une publication. Le Club des juristes, voilà. Un papier qui m'a beaucoup intéressé autour du nouvel univers du travail. Alors, vous l'avez dit comme ça, en incise, pendant qu'on s'asseyait tous les deux, il ne faut pas pourchasser les travailleurs indépendants. Absolument. Pourquoi est-ce que vous dites qu'il ne faut pas pourchasser les travailleurs indépendants, Emmanuel? Parce qu'il ne faudrait pas que sur une fausse approche consistant à caractériser hâtivement, faussement, de manière générale, l'idée que derrière un travailleur indépendant se cache nécessairement un salarié dévoyé. C'est cette proposition-là qui me dérange. Alors ça peut arriver, hein, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais fondamentalement, on a l'espace pour envisager son activité professionnelle sous des modes radicalement différents et on n'est pas salarié comme on est travailleur indépendant. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on peut commencer... Non, c'est tout, attendez. On a encore 10 bonnes minutes à discuter. Est-ce qu'on peut envisager quand même, il y a une grande dichotomie, il y a, et on en parlait hier avec Vincent Huguet, il y a en gros tout l'univers des consultants, je pense qu'il doit y en avoir dans les cabinets d'avocats, l'ensemble de ceux qui s'occupent du design, dans les services digitaux, les codeurs, etc. Et tout, qui sont sans doute indépendants par choix, ok. Et puis il y a le monde des plateformes. Et là, j'ai beau moi-même défendre ce modèle, m'y intéresser de très très près, je suis obligé de reconnaître quand même que l'appellation salarié dévoyé ne manque pas de bon sens. Alors là, c'est pas 10 minutes qu'il nous faut. C'est davantage. Alors, mais allons-y, on va essayer d'en faire 15 alors. Non, mais schématiquement, c'est une manière qui consiste à se représenter le travail, d'ailleurs avec une forme de condescendance, c'est-à-dire chez Malte, l'économie du savoir, des gens qui savent vraiment. Alors eux, vous voyez, ils ont la maîtrise de leur avenir et eux, ils savent décider qu'ils seront indépendants, nonobstant tous les inconvénients qui s'attachent également à ce statut, dans le fond, d'indépendant. Mais eux, c'est pas grave. Mais oui, Emmanuel, c'est vrai, parce qu'ils ont la connaissance et la demande surtout. Il règne sur la demande. Mais ce choix-là, fondamental, il existe aussi ailleurs. Il n'est pas nécessairement celui d'être moins qualifié. En fait, c'est le rapport entre travail moins qualifié ou non qualifié et statut. Et là, pour cela,
il y a une sorte d'approche, enfin, on voudrait céder à l'idée que, dans le fond, ils ne savent tellement pas ce qu'ils veulent, ces pauvres gens, qu'on va leur dire. Eh bien, vous savez, cette espèce d'approche, et moi, je veux dire, c'est un problème de psychologie comportementale, c'est cette idée qu'on voit le monde en bicolore. Donc, le travail indépendant subi, il existe, nonobstant son statut, j'allais dire, sa catégorie socio-professionnelle, si je puis me permettre. C'est-à-dire que ce n'est pas lié nécessairement à quel est ton diplôme, et je te dirais si tu peux être travailleur indépendant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... Attendez, restons, mettez de côté le deuxième point, restons sur ce premier point. Je ne suis pas convaincu. Pas du tout. C'est-à-dire, vous comprenez bien qu'à un moment, celui qui est effectivement surdiplômé se rend compte qu'il peut beaucoup mieux se valoriser, lui, ce qu'il est, sa propre marque, en faisant jouer l'offre et la demande, parce qu'il est très demandé. Ce qui n'est pas le cas de celui qui est sous-diplômé, Emmanuel. Alors écoutez, si on va par là, celui qui est sous-diplômé, comme vous dites d'abord, est-ce qu'il est nécessairement embauché ? Parce que quand même, les plateformes, c'est une sorte de réponse aussi à la non-discrimination à l'embauche. Sauf erreur, on tient sans fin, sans fond des forums pour s'interroger sur la manière de ne pas discriminer. C'est quand même un point en passant. Oui, mais très important, pas en passant, très important. Je crois. Le deuxième point que je trouve encore plus essentiel, mais si c'est le deuxième point, dans cette même question, j'insiste, je reste sur la même question, je ne vais pas ailleurs. Vas-y. Le deuxième point, c'est que vous êtes en train de partir du principe que, dans le fond, être un salarié et être un indépendant dans les sphères des jobs moins qualifiés, c'est pareil. C'est là le problème. C'est pas pareil. Vous connaissez beaucoup de salariés qui décident de quand est-ce qu'ils vont bosser, s'ils y vont aujourd'hui ou demain, ou la semaine prochaine, ou chez le concurrent, ou en même temps, ou on verra. Vous en connaissez beaucoup. Moi, je ne connais pas de contrat de travail dans lequel, dans le fond, le fait déclencheur appartient aux salariés. Vous imaginez, ce matin, je suis libre, je vais chez Peugeot, et cet après-midi, j'ai un peu de temps, je vais aller chez Renault pour voir. Emmanuel, ça n'existe pas. Mais ça compte beaucoup parce que, vous savez, aujourd'hui, mettre les gens dans des cases avec des plannings dans lesquels vous les intégrez dans une routine, ça fatigue tout le monde, y compris ceux-là. Pourquoi est-ce que ça serait l'apanage des gens Ça n'existe pas tant que ça, même chez les travailleurs des plateformes. Globalement, ils doivent aller bosser. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils doivent aller bosser, fact, je veux dire. Un fait, si vous voulez arracher un SMIC, net, hein, on va dire, net, voilà, en livrant pour Uber et pour Deliveroo, il faut travailler 10 heures par jour, 5 jours par semaine. Point à la ligne. Voilà. Ça, c'est un fait. Après, on en fait... Vous avez raison en ce qu'on peut décider à un moment de lever le pied parce qu'on n'a pas forcément besoin à ce moment-là. Mais c'est quand même une petite illusion de liberté. Oui, mais ça, c'est encore une fois une approche. Je suis désolée, il y a quand même nombreux sont les rapports, les analyses, etc., qui sont faites sur cette population-là. Je mets de côté les VTC, ce qu'on appelle les VTC, parce que eux, c'est une profession. Oui, mais c'est une profession réglementée qui a fait l'objet justement d'une jurisprudence fracassante. Mais eux, ils sont réglementés et eux. Ça marche, si je puis dire. Très bien. Mais les livreurs, je suis d'accord que c'est effectivement le premier job où il suffit de pédaler et ou tenir une moto. Et donc, on peut se dire que ça n'exige pas... Enfin, il n'y a pas les mêmes exigences attachées. Mais il n'empêche que ce mode opératoire est un mode opératoire qui convient largement. Enfin, je veux dire, qui convient largement. Ils tiennent à cette liberté-là et ils le disent. Et ce sont les livreurs oui, je sais. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? D'accord, il faut peut-être... Je ne sais pas si c'est vraiment 50 heures par semaine, parce qu'on aime bien forcer le trait. Eh bien, s'il faut commencer par 50 heures par semaine. Je vous l'assure, faites-moi confiance là-dessus, Emmanuel. Faire autre chose, personne ne fait carrière chez les livreurs, d'accord ? C'est-à-dire qu'on n'a pas vu encore des gens qui vont avoir 15 ans de maison, vous voyez, à pédaler sur ce vélo. C'est vraiment une sorte de tremplin. Il faut le voir aussi comme une chance donnée, en quelque sorte, déjà de se confronter à une activité professionnelle, temps 1, 2, d'en tirer un revenu, et temps 3, d'avoir une idée, de projeter cette fameuse formation à laquelle les plateformes que vous citez sont attachées et qui font en sorte de mettre le pied à l'étrier. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il faut renvoyer les gens ? C'est une sorte d'assignation. Moi, je me révolte contre l'idée d'une assignation. D'accord, c'est pas Noël, mais ça n'est pas nécessairement Germinal, et on est passé par Germinal. Non, et puis surtout la merveille que nous avons dans l'univers salarié. Le point très très important que vous citiez, c'est ces gars-là n'auraient peut-être été pris nulle part comme salariés, parce qu'ils ne sont pas nés au bon endroit, parce qu'ils n'ont pas le bon nom, parce que tout un tas de choses qu'on connaît par cœur. Il ne faut pas abuser de cette figure-là, c'est déplaisant également. Mais ça existe aussi. Tout à fait. Et c'est un camailleux de tout ça. On ne peut pas être en permanence en train de se dire, mais si j'avais pu, j'aurais été embauché. Et puis c'est quoi la concurrence ? Non seulement la concurrence, c'est peut-être le travail dit au noir, comme on disait dans le temps, mais la concurrence, c'est le fait d'être embauché. Mais est-ce que j'aurais été embauché dans le fameux CDI 9h-5h ? Mais de qui on parle ? De quoi on parle ? Il y a moins d'un tiers de CDI
librairie 9h, 5h, et c'est certainement pas ces gens-là qui l'emploient. Non, et en plus, il y a un point, alors parce que vraiment, je connais bien le truc, en termes de pénibilité, voilà, non mais en termes de pénibilité, il y a un truc, alors, mais qui me fascine, c'est, il pleut, il commence à pleuvoir et il fait froid, et à un moment, les plateformes vont commencer à monter les prix parce qu'elles ont besoin des livreurs, parce que les mecs sont rentrés, et parce que tout à coup, vous retrouvez là un élément entre le travail, l'offre, etc., qui est parfaitement sain. Voilà. Et vous avez peut-être remarqué pour qui, parce que moi je veux bien qu'on pleure avec compassion sur le sort de ces gens-là, mais sauf erreur, les consommateurs que nous sommes, le reste du temps, on est derrière le clavier pour se dire tiens, on se ferait bien un Deliveroo, comme dit la pub. Donc vous avez remarqué que quand il pleut précisément, on vous dit sur la plateforme, celle-ci ou toutes les autres, de dire ah, désolé, nous n'avons pas de livreurs aux alentours. Et ben voilà, y a pas, ils seraient salariés, on ferait quoi? On leur mettrait un parapluie? Bien sûr, ils seraient obligés d'y aller et au même tarif. Comment dirais-je? Oui, voilà. C'est ça qui est merveilleux. C'est pas beau la vie, comme ça au moins j'ai un bon contrat de travail, il flotte, etc. T'es sur ton vélo. Je vois pas ce que ça change fondamentalement. C'est pour ça que... Ça change dans les coins, mais encore une fois, personne ne fait carrière chez les livreurs. Et si ça peut leur donner, ne serait-ce qu'à 10% d'entre eux, la chance d'avoir une idée, parce que c'est pas comme s'ils étaient dénués d'idées, c'est cette idée encore selon laquelle pas de diplôme, pas d'idée, c'est insupportable. Eh bien, s'il y en a 10% qui ont une idée de faire un truc, etc., une analyse, de se trouver un réseau, sinon ils n'ont pas de réseau, enfin, de se trouver des gens, des connaissances, eh bien, c'est quand même mieux que pas. Et puis alors, dernier point, c'est licite, c'est-à-dire c'est écrit dans la loi. Donc moi je veux bien tout ce qu'on veut, alors les justement, émotions, je veux dire. On en est où là? On en est où? C'est-à-dire la Cour de cassation. Là on parle effectivement du statut juridique parce que comme dit la loi en général et comme le disent les conventions internationales que nous avons signées, c'est le juge, en l'espèce du travail, mais tous les autres, puisqu'ils sont tous mobilisés en fait sur cette affaire, mais c'est le juge qui a le pouvoir de qualifier la relation juridique dont on dirait qu'elle ne serait pas salariée, par exemple. Donc, en d'autres termes, un contrat quelconque, passant par le tamis, si je puis dire, d'une analyse de faisceau d'indices, peut être, comme on dit, requalifié en contrat de travail. Donc, ce pouvoir-là, c'est un pouvoir qu'on ne peut pas retirer au juge. C'est impossible. Aucune loi de la planète ne peut le faire. Bien. Donc, ça veut dire que le juge, à quoi il se livre? Il se livre à ce qu'on appelle une casuistique, ça fait très pédant, mais disons une analyse concrète du dossier Dupont vis-à-vis de la plateforme X, d'accord? Et en regardant la relation Dupont-plateforme X, il va considérer que parce qu'il s'est passé tel et tel événement, parce qu'il y a telle et telle suggestion qui caractérise ce qu'on appelle le lien de subordination qui fait le contrat de travail, c'est-à-dire les fameux directives, contrôle, sanction, le triptyque, et s'il considère le juge qu'on trouve des éléments de cette nature dans cette relation-là, que par surcroît, mis bout à bout et ensemble, et en fonction de son regard, et ça je suis désolé de le dire, c'est peut-être un scoop, mais c'est un regard subjectif, il est subjectif, eh bien, dans cette pesée, il en résulte ou pas la requalification. Et c'est au cas par cas. Et c'est au cas par cas. Donc, il n'y a pas une jurisprudence qui s'installe à un moment? Ça n'existe pas. La requalification est un exercice contractuel qui concerne la relation que M. Soumier entretient avec l'entreprise. Et ce n'est pas parce que M. Soumier aurait été requalifié que du coup, tous ses collègues, mieux que ça, tous les concurrents du dit collègue, par rapport à une autre boîte du même genre, seraient dans la même situation. C'est tellement vrai que pour les taxis, par exemple, on a de temps en temps une requalification lorsque un taxi se présente pour une plateforme bien connue. Et même quand c'est au niveau de la Cour de cassation. La Cour de cassation, en fait, surveille, en d'autres termes, que l'analyse du faisceau d'indices a été faite. Et quand la Cour de cassation dit, pour l'affaire du 4 mars 2020, donc vraiment tout le monde a entendu parler, concernant Uber, et c'était très important parce que Uber, à lui tout seul, représente toutes les plateformes, y compris Malte, etc., pour un peu. Oui, tout à fait. Donc Uber, en tant que tel, s'est vu requalifié dans sa relation avec M. P, qui était le salarié putatif, qui s'est fait requalifier. Parce que c'était cette relation, ce contrat à cette époque, parce qu'il s'est passé tel et tel événement dans sa vie. Mais ça ne s'étend pas. Je crois que c'était en l'occurrence un VTC, c'est ça. Absolument. Uber, c'est un VTC. Mais on ne peut pas. Alors, après, on en tire généralement l'idée, parce que c'est un raccourci qui nous saisit tous, juristes compris, de dire il y a la jurisprudence Uber. Donc, quand on va se présenter au tribunal dans ce genre d'audience, on va dire vous connaissez la jurisprudence de la Cour de cassation. Ceci est un contrat de travail. Peut-être, ça dépend des jours, etc. Mais il y a bien un endroit sur lequel c'est une casuistique, c'est celui-là. Et c'est pour ça que, dans le fond, les contempteurs et les enthousiastes
on n'arrivera pas à les mettre d'accord. Parce que moi qui suis plutôt, sinon enthousiaste, du moins, je me dis, c'est chouette, il se passe quelque chose au moins. Et ça oblige à repenser notre système. Si vous, Emmanuel, vous n'êtes pas enthousiaste, les enthousiastes sont très, très enthousiastes. Alors, c'est ça. Un mot, attends, Emmanuel, un mot. Est-ce que, il se trouve que Bruno Mettling, l'ancien DRH d'Orange, qui a écrit un rapport très complet, c'est plus qu'un rapport d'ailleurs, puisque ça a vertu à devenir texte de loi, autour de l'organisation, la représentation sociale de l'ensemble de ces indépendants, notamment ceux des plateformes. De la mobilité, enfin des plateformes de mobilité. Des plateformes de mobilité, vous avez raison. En plus, on commence déjà à saucissonner à la française, c'est-à-dire là, on parle de la mobilité. La question d'un tiers statut, comme en Grande-Bretagne, lui est furieusement hostile, parce qu'il dit en gros... toutes les entreprises vont s'engouffrer dans ce tiers statut. Qu'est-ce que vous dites, vous, Emmanuel ? Tout pareil. Alors là, je suis totalement d'accord avec Bruno. Je veux dire, c'est impossible. En plus, c'est pas dans notre tradition. C'est pas dans notre tradition juridique. Les Anglais, ils ont cette histoire de worker, qui est le statut entre les independent employees. Ce statut, ils l'ont depuis très longtemps. Et figurez-vous qu'en 2017, de mémoire, un rapport a été fait sur le thème est-ce qu'il faut conserver le worker en Angleterre. Et donc, Sir, je ne sais plus qui, Parker, je crois, avait écrit tout un rapport très très long pour expliquer les heurts et malheurs de ce tiers statut parce qu'il y a deux frontières. Et que deux frontières, c'est-à-dire que nous, on en a une seule, c'est-à-dire entre indépendants et pas indépendants, c'est-à-dire salariés, eux, ils en ont deux. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à trouver, dans le fond, à quel moment ça bascule. En fait, il n'y a rien de scientifique. Vous savez quoi ? C'est une question de regard. Et moi, je crois fondamentalement que c'est une question sociologique, c'est-à-dire, plus que sociologique, c'est une question de regard sur le citoyen que vous êtes en tant que travailleur. C'est-à-dire, en France, dans les pays occidentaux depuis la Seconde Guerre mondiale, on a réussi à bâtir de manière très efficace un monde économique efficace et dont le véhicule adéquat était le contrat de travail, pour tous. Même si le contrat de travail n'a pas tout à fait le même sens partout. Passons. Donc le contrat de travail, ça marche. Pourquoi ? Usine, top-down, impeccable, ça roule tout droit. On reste stable 37 ans et demi, du temps béni où on avait la retraite à l'issue de ce truc-là. Et on est royal et on sort de là avec canne à pêche et médaille du travail. Magnifique. Ça fait un moment que tout ceci est quelque peu perturbé. Maintenant, c'est clair. Et probablement que l'affaire sanitaire nous a fait prendre conscience que définitivement nous sommes dans un monde instable et que de tout l'enjeu qu'on a, au-delà de gagner sa vie, pour prendre un terme générique, c'est comment être un vrai citoyen, les uns les autres, peu important dans le fond le statut dans lequel on est. Ce qui compte, c'est qu'on puisse avoir accès aux mêmes possibilités de construire sa vie. Et ça, j'y crois fermement. Pour le moment, le monde a été fait pour les salariés, le CDIste, pardon. Tout à fait. Parce que l'autre, déjà, il rame, l'atypique. Mais en tout cas, le travailleur indépendant, hormis les notables, avocats et autres, c'est pas fait pour. Ce que vous nous dites, Emmanuel, c'est qu'il faut, plutôt que de pourchasser l'indépendant, il faut aller organiser les bouts de monde. Et on pense évidemment au crédit bancaire, par exemple. C'est ça, voilà. Et le logement, l'accès au logement. L'accès au logement, les bouts de monde qui ne sont pas encore organisés pour ce travail. Absolument, et ça va venir. On va y arriver, mais voilà, pour le moment, il faut courber les chines et surtout s'interroger. Le dernier point qui me fascine dans cette histoire dite des plateformes, c'est que en miroir des plateformes dans l'univers du monde du travail rodé autour de la figure du CDI, on a vu maintenant surgir dans le monde de l'univers salarié relativement tranquille, si je puis dire, le fameux télétravail, qui est aussi disruptif en termes d'impact qu'est la plateforme au monde indépendant. On en reparlera alors. Je reviendrai pour le télétravail. Emmanuel Barbara était notre invité sur Bismart. On repart, les amis, on repart avec Patrick Sayer, le président d'Augusta. Bonjour, Patrick. Bonjour, Stéphane Soumier. Qui fait une masse de trucs dingues, Patrick. Parce que, non, il y a beaucoup de choses dont on pourrait parler, vu le nombre de tes activités. Oui. Donc, je veux quand même... Alors, évidemment, ce pourquoi tu es là, c'est-à-dire ce master commun Polytechnique HEC entrepreneur, dont tu vas présider le comité d'orientation, c'est ça. Mais il y a aussi tes fonctions, alors dites consulaires, c'est-à-dire que tu es, je ne voudrais pas dire de bêtises, juge au tribunal de commerce, oui, c'est ça président délibéré au sein de la 16e chambre. Et donc, j'aimerais un peu ton regard sur... ça y est, je crois que tout le monde a l'air à peu près d'accord. Tiens, on peut peut-être démarrer là-dessus d'ailleurs. Tout le monde a l'air à peu près d'accord pour dire non, il n'y aura finalement pas de catastrophe de faillite. Non. À la sortie de notre aventure. Tu le dis comme une évidence. Il y a un an, c'était pas du tout une évidence, la première fois qu'on s'est vu. Non, mais Patrick, dès lors qu'on a un président qui nous dit « je ferai ce qu'il faut, quoi qu'il en coûte ouais. », qu'on a ensuite un ministre de l'économie et des finances qui met en place les systèmes, qu'on a eu, grâce à la fois aux acteurs étatiques, je pense à la BPI, et grâce aux acteurs professionnels, une vraie prise de conscience et une responsabilité
de la gravité de la situation et de la nécessité de faire ce qu'il fallait pour passer cette épreuve difficile dont on ne connaissait pas à l'époque la durée. Ouais. Ça a été fait sérieusement, ça a été bien fait. Il y a peut-être eu cas par cas des petits malins qui ont exagéré, qui en ont profité. Oui, mais la grande peur, c'était qu'au moment où la cloche, justement, allait se soulever, qu'à un moment, ceux qui étaient soutenus artificiellement allaient s'effondrer. Il est évident. Et puis parce que il n'y a pas un coup près, il n'y a pas une guillotine. Il y a une sortie en sifflet, comme disent les économistes. On donne le temps au temps. Le gouvernement réfléchit à différents systèmes d'étalement de cette dette. Sera-t-elle remboursée? Sera-t-elle perpétuelle? Sera-t-elle partiellement transformée en fonds propres? Enfin, tout est d'une certaine manière dans les possibilités, ce qui me fait dire que tant mieux pour ceux qui ont su saisir cette manne, parce que ça leur a permis de se développer. Le terme à la mode, c'est de façon non dilutive, et c'est ainsi qu'ils de façon non dilutive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu besoin d'ouvrir leur capital. Exactement, pas besoin de fonds propres supplémentaires pour financer leur développement, sachant qu'un certain nombre d'acteurs, et c'était quand même l'intérêt de cette période, et parce que ça nous amènera peut-être au deuxième sujet qui est le master, c'est que les acteurs de la nouvelle économie sont sortis beaucoup plus forts de cette période, parce que dans le fond, on s'est aperçu à quel point on avait besoin des services qu'ils offraient, des propositions qu'ils donnaient. C'est vrai. Et donc, ces gens-là qui dans le fond pensaient que ça allait mal se passer, sortent souvent avec des modifications assez prononcées de leur business model, des gens qui étaient complètement B2C, qui sont devenus B2B, enfin on voit tout. Mais globalement, on a affaire à des acteurs qui sont beaucoup plus résistants. C'est très intéressant. Et surtout, c'est des gens qui, comme ils étaient, pour certains d'entre eux, ça va nous amener effectivement sur le master, en phase de croissance, de création, d'avoir besoin de beaucoup de cash, ont trouvé tout à coup finalement des prêts bancaires qu'ils n'auraient jamais trouvés en situation normale. Si ça n'avait pas été le PGE, jamais les banques ne leur auraient prêté ce que finalement elles leur ont prêté. Non, ils ont les ressources non dilutives dont on parle. Oui, c'est ça. Il y a des subventions, il y a le crédit impôt recherche, et ça a été effectivement une ressource non dilutive. Et il y a eu aussi le PGE, voilà. C'est assez formidable. J'y avais pas pensé. Voilà. Non, parce que la dilution, c'est un vrai sujet. Pour te dire, moi qui maintenant, marche après marche. Non, mais c'est un double sujet, parce que c'est un sujet où il ne faut pas. Les prix deviennent un peu dingues, et donc aujourd'hui, les dilutions sont assez faibles. Mais on le voit assez souvent, moi je vois assez souvent des gens refuser des dossiers, tout simplement parce que de jeunes entrepreneurs plutôt sympas se sont trop dilués au départ. Et s'étant trop dilués au départ, ils se retrouvent avec moins de 50% du capital au moment de lancer une série A, et les gens se disent, putain, ils sont quand même tellement dilués, donc avec la série A, ils vont tomber à 30 et quelques. Est-ce qu'ils auront suffisamment de volonté, d'énergie, de skin in the game, sachant que plus des 2 tiers du sandwich va leur échapper à la sortie. Tout à fait d'accord. C'est effectivement le sujet. Donc, master commun Polytechnique, HEC, entrepreneur, je disais tout à l'heure dans le sommaire, c'est sans doute le témoignage d'une mutation profonde de notre jeunesse, Patrick. Déjà... Il y a 15 ans, un gars qui sortait de Polytechnique, il n'imaginait pas devenir entrepreneur et monter sa boîte. Alors, de Polytechnique, non. Mais ce master, il existe quand même depuis 40 ans. Donc, rendons... D'accord, mais à vous... Non, mais rendons à César ce qui est à César, et notamment, puisqu'il venait au départ du côté HEC, et quelqu'un qui a été sur ce plateau, je l'ai croisé il n'y a pas si longtemps, qui est Guillaume Poitrinal. Guillaume Poitrinal est un élève de HEC entrepreneur, Polytechnique HEC entrepreneur. Il y a eu une fusion qui s'est réalisée dans les dernières années, où il y a eu d'un côté la volonté de pousser l'entrepreneuriat côté HEC, et puis le côté technologique de l'école polytechnique qui poussait un master qui était un master très, très deep tech. Recherche fondamentale. Oui, pas que recherche fondamentale, mais très deep tech. Et donc la volonté des deux de se dire, mais créons un cycle. Alors le cycle, il fait pour l'instant 1 an, il y a à peu près 110 personnes. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a 40 boursiers, donc c'est plus d'un tiers des élèves qui ne sont pas nécessairement accompagnés par leurs parents, même si le coût du programme est relativement peu cher, 25 000 € par rapport à ce qui se fait à l'étranger, qui est beaucoup, beaucoup plus cher. Donc c'est un programme très concentré sur cette année, où on est complètement à la fois avec
un programme académique, il faut de l'académique, et où on est complètement pénétré du learning en action, c'est-à-dire... L'accès au marché est partout présent, quoi. Mais par des cas, par de l'accompagnement de situations réelles, coachées par des entrepreneurs, et on voit bien que c'est quand on a un objectif, quand on a un véritable objectif, qu'on apprend le mieux, et ça, là, il y a la recherche américaine derrière tout ça, elle est absolument considérable. Mais ça veut dire donc que ça s'apprend d'être entrepreneur. Alors ça veut dire que ça s'apprend, et ça veut dire, pour revenir à la question, je me suis égaré un instant, c'est qu'effectivement, quand moi je suis sorti de l'une des deux écoles en 1980, j'imaginais pas devenir entrepreneur. Mon père l'était, mais je n'imaginais pas. J'avais d'un côté des grandes sociétés, j'avais des offres chez Saint-Gobain, chez IBM, et puis finalement j'ai été dans un truc qui n'existait pas à l'époque, qui était la banque d'affaires. Enfin, j'étais quasiment l'un des premiers polytechniciens à aller dans la banque d'affaires. Bon, ça a été ensuite un truc visionnaire. Ça a été un truc formidable. Visionnaire. Mais l'entreprise, on n'imaginait pas. Or aujourd'hui, avec la transformation de l'écosystème, avec le fait qu'il n'y a plus que les banques, il y a du crowdfunding de tous les côtés, il y a du seed, on peut même trouver des obligations, il y a tout un système, avec les taux d'intérêt qui sont ce qu'ils sont, qui donne des ressources à ces entrepreneurs, et on s'aperçoit qu'être entrepreneur, c'est quand même pas simple. Il faut des qualités de chef. Moi, je me souviens, quand j'ai pris la présidence de Razéo, j'ai lu les livres du général de Gaulle, parce qu'il y a... Mais tu te marres. Mais le général de Gaulle, le fil de l'épée que je recommande à tout entrepreneur... C'est quoi ça, le fil de l'épée? Parce que je n'ai pas la bibliographie en tête. Le fil de l'épée, c'est avant les mémoires. C'est dans les années 30, ça, le fil de l'épée? Non, même pas. Je crois que c'est dans les années 20. Enfin, peut-être même, je dirais une bêtise, qu'il a commencé à l'écrire quand il était en captivité, puisqu'il a fait de la captivité lors de la Première Guerre mondiale. D'accord, c'est l'entre-deux-guerres, le fil de l'épée. Fil de l'épée, c'est l'entre-deux-guerres. Mais c'est un vrai manuel de chef. Mais à part des lectures comme le général de Gaulle... tu peux pas, Patrick, enfin, on est au 21e siècle. Mais justement, qu'est-ce qu'il faut apprendre? Et d'ailleurs, dans le master, ils lisent de Gaulle. Non, ils lisent peut-être pas de Gaulle encore, qu'ils devraient, mais ils passent quelques jours à Naval. Parce qu'ils sont confrontés à des officiers qui, dans des situations réelles, ont des choix de commandement à effectuer. La première chose quand on est entrepreneur, c'est, tu le sais, tu le vis, tout te remonte, qu'est-ce que tu décides et comment tu décides. Donc savoir décider comment on s'entoure, est-ce qu'on est entouré, est-ce qu'on le fait seul, est-ce qu'on le fait, c'est la première chose. Je vais me permettre, Patrick, je vais te dire un truc. Le premier truc en tant qu'entrepreneur pour moi, c'est organiser pour que justement tout ne te remonte pas. Oui, alors, mais c'est ah bah oui. Non, mais c'est une façon de gérer. Ça fait partie de la façon de gérer, de ne pas avoir et de s'entourer de gens de qualité justement pour pouvoir déléguer des décisions importantes. Mais ça, c'est la première chose. Ensuite, on est dans des entreprises qui se transforment radicalement. Ouais. Et donc, on est permanence dans la conduite du changement. Ouais. Comment est-ce qu'on réagit par rapport à cette conduite du changement? Comment est-ce qu'on s'adapte? Et puis ensuite, on est dans un système où, par moments, ça va formidablement bien, puis par moments, on se prend une grande baffe sur la figure. Où on a 6 mois où rien ne va, où on se prend que de la mauvaise écume. Bon, comment piloter par temps d'échec? Et comment tirer de l'échec une source d'opportunité. Ils ont parmi leurs stages, pardon, je termine, ils ont parmi leurs stages un programme où ils accompagnent des administrateurs judiciaires qui les mettent en situation réelle sur des entreprises pour aider des entreprises sur lesquelles travaillent un certain nombre d'administrateurs judiciaires à rebondir, et ils présentent leur projet devant des juges au tribunal de commerce. Donc, ils apprennent l'échec, ils apprennent... Combien de temps dure le programme? Seulement 1 an. 1 an. Ça évoluera peut-être, pour l'instant, c'est seulement 1 an. Ça fait beaucoup de choses en 1 an quand même, de tout ce que tu viens de décrire là. C'est très intense. C'est intense. Hein. Alors, mais donc ça veut dire, les gars, c'est quand même à la base des chercheurs, c'est-à-dire ils font tout ça pour ensuite faire de leur domaine de recherche mené dans le cadre de l'école polytechnique une entreprise. Non, ce ne sont pas des chercheurs du tout. Il y a 3 tiers. Il y a 1 tiers de polytechniciens diplômés, il y a 1 tiers de diplômés d'HEC, et il y a 1 tiers d'autres. Tu retrouves de tout, tu retrouves des architectes, on retrouve des donc élèves... c'est plus mode MBA, des élèves de l'école hôtelière de Lausanne. Et l'idée, c'est de les mettre par trinôme, assez régulièrement par trinôme, pour apprendre tout ce que je viens d'évoquer, en les mettant en situation réelle. Mais qui n'est pas forcément en lien avec la recherche de pointe telle qu'elle peut se faire aujourd'hui à l'école polytechnique. Alors, il y a deux modes en parallèle. Ça peut ou ça peut pas. Il y en a un qui est plutôt... Il y a un cursus qui est un cursus plutôt deep tech,
Et il y a un cursus où on travaille plutôt sur les modifications des marchés. Donc ça, ce sont des boîtes qui sont moins technologiques que les premières. Et d'ailleurs, on pourrait imaginer d'autres cursus. Il y a une très ardente volonté de la part d'un certain nombre d'étudiants pour de l'entrepreneuriat social ou sociétal, appelons-le comme on veut. Est-ce qu'il faut peut-être... Bon, c'est pas à moi à décider ça, mais je dirais que c'est quelque chose qui montre le changement du système dans lequel... J'adore ta phrase, c'est pas à moi à décider ça, c'est-à-dire que tu as ton opinion sur le sujet, mais en même temps, on voit le monde et on voit les jeunes générations qui sont en train de bouger et qui font vaciller toutes nos certitudes là-dessus, Patrick. On est d'accord. Ouais, c'est très impressionnant, très impressionnant. Et alors, j'avais un dernier point. Il nous reste 3-4 minutes parce que, quand même, investisseur, président d'Augusta. Pardon. Vas-y. Non, mais encore, parce que il faut... La preuve de la valeur de ce programme, c'est les sociétés qui en sortent. Alors, mais voilà, c'est ça. Voilà. Tu prends Doctolib, tu prends Payfit. Comment ça, Doctolib, il est sorti de... Il est sorti de... Tu prends Prepfit, tu prends Frischti, tu prends Front, tu prends Shift, j'en oublie sûrement. Donc, Julia, elle est polytechnicienne sortie de ce truc-là. Non, ils ne sont pas nécessairement polytechniciens. Ils sont encore une fois pas nécessairement ni polytechniciens. Je ne sais pas ce qu'elle est précisément, je n'ai pas regardé. Elle est extraordinaire. Voilà, ça, c'est un truc qui est sûr, elle est extraordinaire. D'accord, le programme sort de ça. Le programme sort des entreprises de très grande qualité. Et 75%, c'est ce qui est formidable, 75% de ceux qui en sortent, donc ce n'est pas forcément un programme de recherche fondamentale, c'est tout le contraire, c'est une idée d'entreprise et qui a été travaillée, 75% à la sortie créent véritablement leur entreprise. Et un mot là de ton métier d'investisseur, parce que je regardais, il y a des chiffres qui sont tombés sur les fusions-acquisitions là, qui repartent à un rythme de dingue, donc on a battu des records, je crois, qui datent du XXe siècle en fait, de 2500 milliards de dollars de fusions-acquisitions sur les 5 premiers mois de l'année à l'échelle mondiale. Tant mieux pour mes copains banquiers. Tant mieux pour tes copains banquiers. Il n'y a pas un sujet à un moment quand même, quand en gros on est sur des valorisations boursières qui explosent et des fusions-acquisitions qui se font pour peut-être justifier ces valorisations, justement, essayer de chercher de la... Enfin, tu vois une sorte de course à l'échalote, tu le sens pas du tout, qui pourrait amener de l'instabilité dans le système? Non, enfin, l'instabilité, elle est plus fondamentale. Elle vient qu'il y a trop d'argent. Elle vient du modèle monétaire non conventionnel. Enfin, et pour l'instant, chaque fois qu'on chaque fois qu'on parle avec un banquier central, il se veut rassurant. Donc, je n'ai pas les compétences d'un banquier central, mais chaque fois que je parle à l'un ou à l'autre, il se veut formidablement rassurant. Donc, pour vous, Sadour, comme disait la mère de Napoléon. Mais je n'ai jamais fait, que le sujet sur les bulles de M&A, je l'ai regardé, j'ai jamais tiré de corrélation précise entre les bulles de M&A et les difficultés sur les marchés. Les difficultés sur les marchés, elles viennent d'autre chose, elles viennent du Covid, mais elles ne viennent pas nécessairement des bulles de M&A. Et on voit aujourd'hui, ce qui est très intéressant sur ce marché de la M&A, je peux en citer une rapidement, on voit des entreprises de la nouvelle économie commencer à acheter des sociétés... De la vieille de la vieille. Prends Wind, qui, la semaine dernière, a acheté Simag, qui était une filiale de boîtes que je ne connais pas, ils font quoi, Wind ? De la BNP. Wind, ils transforment, ce sont les acteurs de la digitalisation des points de vente physiques, de la caisse et de la digitalisation. Ils achètent une filiale de la BNP. Ils rachètent Simag, qui venait du groupe Laser, Cofinoga, etc., qui est spécialisé effectivement dans les caisses. Et donc, on a un nouveau mouvement qui se rajoute, si j'ose dire, au mouvement traditionnel, qui sont ce mouvement des nouvelles sociétés qui se positionnent sur l'ancienne économie pour leur donner, pour les transformer. Merci Patrick. Merci Stéphane Soumier. Patrick Sayer, tu étais là le premier jour. Patrick, demain ça fait 1 an. Eh bien c'est formidable, bravo. Voilà. Demain on aura 1 an de Bismarck et still standing, comme disait l'autre. Voilà. Patrick Sayer était notre invité sur Bismarck. On repart les amis, on repart avec Benjamin Louvet, gérant matières premières, Ophi Asset Management, c'est ça Benjamin, voilà, c'est la bonne casquette. J'ai appelé ça l'impossible scénario net zéro 2050. C'est pas mal, c'est un bon résumé. Oui, mais ça m'intéresse beaucoup, Benjamin. Donc merci d'abord, tu es là régulièrement et tu es un de ceux qui lisent les rapports. Voilà, ce qui est déjà... Et donc ce rapport qui a maintenant, il a 3 bonnes semaines. Quelque chose comme ça. Voilà. Agence internationale de l'énergie qui définit la trajectoire à suivre pour ramener les émissions donc à 0 net en 2050. Et tu as listé, notamment, vous pouvez aller voir ça sur le compte de Benjamin sur Twitter, tu as listé une série de préalables, finalement, que met en place l'Agence internationale de l'énergie, dont tu dis toi-même d'ailleurs qu'ils sont totalement impossibles à réaliser.
Alors, je dis pas ça. Je dis que ça révolutionne notre mode de vie. Et d'ailleurs, quand on regarde, au-delà du petit résumé que j'ai fait sur les données techniques, quand on regarde les attendus, par exemple, il va falloir revoir la façon dont on consomme de l'énergie, mais au niveau individuel. C'est-à-dire que typiquement, il est question qu'à partir de 2030, on ne puisse plus chauffer sa maison au-dessus de 20 degrés, qu'on ne puisse plus refroidir sa maison en dessous de 24 degrés l'été, de limiter la température des ballons d'eau chaude, de limiter la vitesse à 100 km/h sur autoroute. Les ballons d'eau chaude, c'est écrit dans le rapport. Oui, tout à fait. Donc on est dans quelque chose qui change profondément notre vie, et on a tous notre part à jouer là-dedans. L'AIE l'écrit bien, elle dit plus de 50% des efforts doivent être des efforts individuels. Ça alors ? Ben oui. Mais le problème... Alors, non, attends, on s'arrête là. Déjà, premier point, parce que j'ai toujours cru le contraire. En fait, j'ai toujours pensé que on développait une écologie punitive à travers des exigences au quotidien qu'on demandait aux gens, et que ça ne servait à rien. Alors, le problème, c'est que les deux sont un peu liés. Et on voit bien le problème aussi au niveau des entreprises aujourd'hui. Dans ce rapport, l'Agence internationale à l'énergie dit qu'il faut arrêter l'exploration pétrolière. Dans le même temps, l'AIE a sorti il y a 3 jours un rapport où ils disent qu'il faut que les pétroliers augmentent la production, sinon on va manquer de pétrole. Et donc, on se retrouve dans la situation où tu as des entreprises, on l'a vu il n'y a pas longtemps avec Shell, qui a été condamné par une cour de justice en Hollande, parce qu'on les accusait de ne pas faire assez pour le climat, où tu as des entreprises qui n'ont pas de cadre réglementaire qui les oblige à aller vers ça, et qui se retrouvent punis par la justice parce qu'ils n'en font pas assez. Et puis de l'autre côté, ils ont des actionnaires qui exigent de la rentabilité de leur part. Et au niveau des acteurs particuliers, on est dans la même situation. On n'est pas obligé, on nous demande de faire un effort, mais il n'y a pas de cadre réglementaire. Et je pense, et le rapport de l'AIE le dit, qu'il va falloir à un moment ou à un autre légiférer là-dessus pour obliger les gens à faire ce changement. Parce que c'est tellement plus simple de vivre avec du pétrole. Dans 1 litre de pétrole, tu as 10 kWh d'énergie. Okay, 10 kWh, c'est quoi? C'est l'énergie que tu as dans les bras de 200 personnes qui font une longue journée de travail au champ. L'énergie de 200 personnes qui font une longue journée de travail au champ. Pourquoi se passer de cette énergie si on n'y est pas contraint, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous dit tu ne peux pas faire avec ça? C'est hyper difficile. La vie est beaucoup plus facile avec le pétrole que sans le pétrole. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le pétrole, on doit s'en passer, on n'a plus le choix. Mais, alors attends, parce que tu ne vas pas nous renvoyer dans les champs quand même. Non, mais... Enfin, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de trouver les solutions. Mais les gains de productivité, ils viennent d'où? Les gains de productivité de ces dernières années, depuis le début de l'ère industrielle... Ils viennent des machines. Ils viennent des machines. Voilà, qui marchent à l'énergie. Exactement. Voilà. Tu as reçu Jean-Marc Jancovici. Mais c'est des croquettes pour machines, l'énergie. Mais, attends. Alors, Jancovici, justement, il dit... Lui, il était sur 5% de baisse de PIB par an, tous les ans. L'AIE, c'est 7,5. Si on est d'accord, mais est-ce que tu reprends... Non, tu mélanges deux choses. Non, parce que c'est équivalent. C'est 7% de baisse des émissions de CO2. Oui, mais Jancovici dit CO2 égale PIB. Il y a un rapport direct entre les émissions de CO2, historiquement, et le PIB. Le pari de l'AIE, c'est qu'on saura, grâce aux énergies renouvelables, découpler le lien entre émissions de CO2 et énergie. Et d'ailleurs... Et donc sortir de cette obligation d'avoir une baisse de 7,5% du PIB qui est, alors celle-là, inenvisageable. C'est pas le monde qu'on a envie de construire, en tout cas. Et c'est pas ce qu'on nous vend. On peut pas vendre un modèle comme celui-là. On peut pas vendre aux gens une réduction de PIB tous les ans. Mais surtout celle-là, 7,5, ça fait 2 Covid pratiquement, c'est ça Oui, c'est ça, enfin 1,5, allez, on va dire ça comme ça. 1,5. Oui, tout à fait. Donc c'est extrêmement difficile à envisager. Mais le pari de l'AIE, justement, c'est de dire on va d'abord apprendre à être plus sobre. Donc 4% de gain d'efficacité énergétique par an. Bon, le problème, c'est que sur les 20 dernières années, le gain énergétique, c'était plutôt un tiers de ça. Et on commence maintenant. Et évidemment, quand on a commencé à faire des gains d'efficacité énergétique, on a commencé par les trucs les plus simples. Donc, c'est-à-dire qu'il nous reste les trucs les plus difficiles à faire. C'est ça. Donc, c'est compliqué. Et dans le même temps, on continue à croître. Voilà. Ça, c'est une équation qui est quand même un peu compliquée à résoudre. Et pour en revenir à ces chauffe-eau, là, parce que je dois te dire que tu m'as légèrement traumatisé, l'ensemble de ce que tu as listé, là, pas moins de 24 degrés dans les maisons, pas plus de 20 en hiver, etc. Ça, à l'échelle donc des pays développés, de ceux qui peuvent le faire, ça donne une réelle efficacité, dit l'AIE, ça donne de réels résultats en termes de baisse des émissions de CO2. En fait, ça fait partie de la sobriété, mais ce qui va compter, c'est l'isolation des maisons, c'est de passer
aux voitures électriques, c'est de rendre plus flexible sa consommation. Aussi, il y a un gros pari qui est fait sur la flexibilité de la consommation énergétique. C'est-à-dire qu'on consommera l'électricité quand on pourra. Donc ça veut dire aussi avoir ce qu'on appelle des smart grids, des réseaux intelligents qui vont pouvoir faire aller l'électricité dans les deux sens. Et ça nécessite d'énormes investissements. Je citais le chiffre aussi, il faut passer de 260 milliards par an investis aujourd'hui à 820 milliards de dollars investis par an dans le réseau électrique. Alors, j'ai repris tes chiffres. Le solaire, il faut multiplier les investissements par 20, l'éolien par 10, les usines de batterie par 600 d'ici 2030. En fait, il faut multiplier la capacité des usines de batterie par 600. Il faut en fait installer 20 gigafactories par an tous les ans jusqu'en 2030. Tout ça en finançant l'adaptation du réseau, évidemment, comme tu l'as dit. Tout à fait. Après, il faut multiplier par 5 les installations solaires tous les ans. Puis ça pose d'autres problèmes. C'est un de mes gros éléments en ce moment. Et il y avait un article dans The Economist sur le sujet ce week-end. La contrainte des matières premières. Parce qu'il faut que les gens comprennent qu'on ne fait pas de l'électricité avec du vent ou avec du soleil. On fait de l'électricité avec un transformateur qui va transformer le vent ou le soleil en énergie. Voilà. Ce transformateur, on le fait avec des métaux. Bill Gates l'avait dit dans une conférence à Stanford, il avait dit les financiers qui m'expliquent qu'ils vont résoudre le problème du changement climatique en finançant plus les entreprises polluantes, ils me font rire. Il va falloir qu'ils m'expliquent comment ils font voler des avions avec des feuilles Excel. Des avions, ça vole avec de l'acier, avec de l'aluminium, avec du plastique. Et tout ça, c'est du concret. Prenons l'exemple du solaire. Dans le solaire, en 2020, on a installé un record de capacité solaire dans le monde. Soit dit en passant, dans les chiffres de l'AIE, il faut installer tous les jours jusqu'en 2030, l'équivalent de la plus grosse centrale solaire au monde. Tous les jours. Bon, 130 gigawatts. Quelle puissance la plus grosse centrale solaire au monde ? J'ai plus les chiffres en tête, mais tu fais le calcul. Voilà, ils disent qu'il faut installer 500... C'est quoi ? Ça doit être 400 mégawatts, quelque chose comme ça, non ? Autour de 500. Un demi-réacteur nucléaire, quoi. Voilà. C'est ça. Ancien. Donc, on a installé 130 gigawatts de solaire l'année dernière. Ça a consommé, c'est un métal qui n'est pas très important dans tout ça, mais ça a consommé 3142 tonnes d'argent. Il faut de l'argent pour faire circuler l'électricité, c'est le meilleur conducteur. 3142 tonnes d'argent, c'est 13% de la production mondiale d'argent. L'AIE nous dit tous les ans, il faut multiplier par 5 les installations solaires. Comment on fait ? L'argent, il y en a aussi dans les voitures électriques. Les gens le savent peu, mais en fait, dans les batteries électriques, alors il n'y a pas d'argent dans la batterie, mais dans une voiture, tu n'as pas une batterie, tu as un pack de batteries et il faut relier toutes ces batteries entre elles. C'est 5% de la consommation aujourd'hui. Il faut multiplier, il faut passer de 5% de part de marché pour les voitures électriques aujourd'hui, donc électriques plus hybrides, à 60% en 2030. Alors, ça veut dire, Benjamin, parce que le temps tourne, ça veut dire qu'en fait, on va se retrouver dans une espèce d'injonction contradictoire absolue, parce que, évidemment, on dit, ouvrons des mines, sauf que ces mines, l'extraction va émettre le CO2 que, d'un autre côté, on va économiser. Non ? Non. Alors ça, c'est un élément qu'il faut bien garder en tête. Alors, c'est très important. Les énergies fossiles sont responsables de 70% des émissions de CO2 sur la planète. Les mines, l'extraction et le raffinage de l'ensemble des métaux est responsable de 10% des émissions de CO2 de la planète. D'accord. Donc avec 10%, on enlève 70%. Alors il va falloir plus de métaux, donc on va dire que ce n'est pas 10%, mais c'est un peu plus. Mais la deuxième chose... Mais j'aime ces chiffres, justement, ça, voilà. On est sur des rapports intéressants. On peut réduire les émissions de CO2 liées à la production minière. Pourquoi ? Parce que tu extrais des métaux, tu crées de l'énergie plus propre, tu utilises cette énergie pour extraire les métaux. Et donc l'AIE, dans un de ses derniers rapports sur les métaux critiques, disait on peut réduire d'à peu près 80% les émissions de CO2 liées à la production de certains métaux, comme le cuivre et le nickel, par exemple. Tu te retrouves avec des bulldozers électriques, quoi, pour dire les choses. Voilà, c'est ça. Tu utilises de l'énergie solaire ou de l'énergie hydraulique pour faire tourner ta mine, et puis sur place, tu as des camions qui fonctionnent à l'électrique. Mais j'ai écrit impossible. Tout ce que tu viens de décrire, ça tient debout ou ça tient pas debout ? Alors, ça tient debout. D'abord, l'AIE le rappelle, si on s'y met très vite. C'est-à-dire que là, ils disent, on n'a plus le temps, c'est maintenant, ou alors après, c'est mort. C'est fini. Donc, maintenant, ça veut dire quoi ? Glasgow, COP26, 1er novembre. Le rapport de l'AIE a été commandé par les organisateurs de Glasgow. D'accord ? Donc, ça veut dire, RTE est en train de rendre son rapport aussi. Donc, ça veut dire que c'est à Glasgow. Mais alors, c'est qui les organisateurs de Glasgow ? C'est qui les organisateurs de ces COP, d'ailleurs ? C'est la COP, c'est les gouvernements. Donc voilà, c'est les Nations Unies, quoi. Et donc là, on les met au pied du mur, et je pense qu'il va y avoir besoin de mettre un gros coup d'accélérateur à cette COP. Sinon, il faudra qu'on se prépare à être résilient. Parce que, voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est l'AIE qui est impartial sur ce sujet, et qui dit, si on ne s'y met pas maintenant, on va être clair, un autre chiffre qui est très parlant. Tu le disais tout à l'heure, c'est 7,6% de réduction des émissions de CO2 par an selon l'ONU qu'il faut faire. Ils disent, avec les mesures qu'on a prises aujourd'hui, on est entre 0,5% et 1% de réduction par an. Voilà. 7,6% de réduction des émissions de CO2 par an, c'est quoi ? C'est plus que ce qu'on a eu pendant le Covid.
Oui, c'est ça. Oui, absolument. Plus d'un on est quoi Covid par an. On est à 5. On est entre 5 et 6. On est entre 5 et 6. Entre 5 et 6. Donc ça veut dire En que paralysant c'est le trafic automobile dans tous les pays développés. un effort absolument considérable qui demande la mobilisation de chacun, mais surtout la mobilisation des États. Je pense que tu peux inventer ce que tu veux pour faire un changement de cet ordre-là avec le confort qu'apportent les énergies fossiles. Ça ne peut passer que par du législatif. Et qu'est-ce qu'ils font Total dans cette histoire? Comment est-ce qu'ils font cette mutation accélérée? Enfin, je dis Total. Certains l'ont fait, Ørsted l'a fait, alors c'est beaucoup plus petit que Total, évidemment, oui, mais il faut laisser le temps. Alors, moi je dis, les boîtes comme Total, c'est trop facile de les fustiger. Total, ils vendent du pétrole parce que c'est autorisé de vendre du pétrole, d'accord, c'est légal, et puis parce qu'on a besoin de pétrole. Et donc, on avait fait une conférence il y a quelques années sur le sujet, c'était rupture ou transition. Il faut qu'on gère une transition. Et une transition, c'est donner les orientations à Total. Tavares l'avait dit aussi dans une interview, le patron de Stellantis, il avait dit, nous, si on nous dit vers où il faut aller et qu'il y a un cadre législatif clair, on a des ingénieurs, on s'y met et on y arrivera. Voilà. Ouais, mais alors, il faut qu'on ait fixé les bornes. Depuis Tavares, il dit, et je trouve ça très intéressant, notamment avec la voiture électrique, il dit ce que dit Didier Leroy d'ailleurs chez Toyota, c'est OK, on y va à fond, hein, les amis, on n'est pas du tout sûr que ce soit la bonne solution, mais vous nous obligez à y aller, voilà, vers la voiture électrique. C'est une vraie question. C'est une vraie question. L'AIE a fait un rapport il y a quelques temps. Mais en même temps, tu nous dis, à un moment, on n'a plus le temps non plus d'essayer de trouver la meilleure solution, il faut y aller, quoi. Après, il y a des éléments complémentaires, il faut qu'on fasse quelque chose. En tout cas, on sait simplement que si on ne fait rien, ça sera pire. Donc il faut qu'on essaye quelque chose. Les renouvelables font partie de la solution. Je pense personnellement que le nucléaire fait aussi partie de la solution et que la question va se reposer. C'est une question que je voulais te poser. Et un grand programme massif de construction nucléaire. On ne peut pas faire du nucléaire partout. Et puis les disponibilités en uranium, elles aussi, sont limitées. Oh oui, on a de quoi moins quand même. Enfin, on a de quoi faire là pour le coup. Il faut travailler sur la fusion. Je pense que ça, c'est important. Le projet ITER, en ce sens, est extrêmement important. Mais tu me dis toi-même, c'est maintenant, tout de suite, là, qu'il faut prendre des décisions. Les réacteurs sont là. C'est pas pour ça qu'on ne doit pas prévoir l'après, parce que le gros avantage de la fusion, c'est qu'il y a beaucoup moins de déchets et que ça produit beaucoup plus d'énergie pour beaucoup plus longtemps. On est d'accord. Il faut changer tout de suite. On ne peut pas mettre du nucléaire partout. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problèmes géopolitiques, il y a des problèmes sismiques, il y a des problèmes d'instabilité sociale qui font qu'on ne peut pas en mettre partout, malheureusement. Certes. Donc, il faut avoir de... C'est pas anodin, voilà. Il y a de l'hydraulique, certes. Il y a du nucléaire qui fait partie de la réponse. Et les renouvelables ont leur place. Il va falloir faire un mix de tout ça. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on fixe tous les efforts sur les renouvelables et on parie aussi beaucoup sur l'hydrogène. Voilà. L'hydrogène, l'Académie des technologies a rendu son avis dessus. Ils sont quand même assez sceptiques. Ils disent que ça va être utilisé pour des usages très précis. Ouais. Je veux dire, quand on regarde le rapport sur les ordres de grandeur. Tu avais eu un collectif qui avait fait un test, qui avait calculé combien il fallait d'hydrogène pour faire juste atterrir et décoller tous les avions qui atterrissent et qui décollent de Roissy tous les jours. Il fallait 11 000 ou 12 000 éoliennes ou 6 ou 7 réacteurs nucléaires. Juste pour terminer, Benjamin, et vraiment merci de tout ça, parce que le problème, en fait, c'est que c'est une guerre de religion, cette histoire. C'est qu'on est pour ou contre le nucléaire. C'est une guerre politique aussi. Oui, mais bien sûr. Politique, et notamment avec l'Allemagne. On le voit bien dans la taxonomie aujourd'hui. Avec l'Allemagne, mais même en France. Regarde en ce moment l'histoire des éoliennes. Ça y est, tout à coup, les éoliennes, ça devient un sujet politique. Les bras m'en tombent. T'étais ni pour ni contre, mais à un moment, voilà. Tu peux être pour ou contre les éoliennes en fonction de pour qui tu votes. C'est ça, mais on ne peut pas être pour ou contre les éoliennes. On est pour toutes les solutions renouvelables, toutes les solutions décarbonées. Et le nucléaire fait partie des solutions décarbonées. Et pour augmenter leur efficacité. C'est ça. Et augmenter leur efficacité, ça c'est un autre sujet aussi sur lequel il va falloir beaucoup travailler. Merci Benjamin. Merci Stéphane. Benjamin Louvet, donc gérant matières premières Ophi Asset Management, notre invité sur Bismart. Dernière partie de Bismart, les amis. Nathan Carmel est avec nous. Bonjour Nathan. Bonjour. Bienvenue. Cofondateur donc de Jouvence. Alors j'ai écrit à l'attaque des rentes de santé parce qu'en fait, quand j'ai vu, mais quelle histoire. Donc vous, le sujet, c'est l'orthodontie. Orthodontie, on dit. Orthodontie. Dont d'ailleurs, je n'avais pas idée des prix, je dois vous dire. C'est en regardant. On ne va pas les donner là, parce qu'on n'est pas là non plus pour faire la pub du truc. En gros, vous les divisez par 2. Mais les prix sont très, très importants. Et ça doit faire partie de... C'est un peu comme l'optique. C'est-à-dire, c'est des prix qui sont de toute façon pris en charge par les mutuelles et qu'on a l'impression de ne pas payer. C'est ça le sujet, quand même. C'est partiellement vrai. Pour les adultes, les mutuelles ne prennent pas forcément en charge. Donc, dans beaucoup de cas, c'est plein pot. On prend après. Non, mais même, enfin, c'était juste ce petit point, mais ceux qui regardent Bismart le savent. Quand on dit ah mais c'est bon, je ne paye pas, la mutuelle me rembourse. C'est vous qui payez la mutuelle, les amis. Hein, donc à la fin, voilà. Hein, à la fin, c'est bien la collectivité qui paye l'ensemble de ces systèmes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une forme de rente de situation autour de l'orthodontie ?
C'est-à-dire beaucoup de C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a peut-être pas assez de médecins pour le faire, trop de demandes et des prix et aucune concurrence, quoi. Voilà, disons les choses, comme assez souvent quand même en matière de santé. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'orthos en France, il y en a à peu près 4000 à comparer avec 36 000 dentistes et les prix ne sont pas régulés. Contrairement à la profession de dentiste, c'est deux professions totalement différentes. Et donc, ils pratiquent les tarifs qu'ils souhaitent pratiquer, tout simplement. Et c'est très élevé. Plus ça va être discret, plus ça va être cher. Les prix ne sont pas régulés. Enfin, alors, on va parler des adultes, mais pour les enfants, ils doivent être quand même en partie régulés par les mutuelles, justement. Non. Non, même pas. Non. C'est sur la base d'un plafond, en fait, par semestre. D'accord. Et parfois même un plafond total sur la durée du traitement. Mais ils pratiquent les tarifs qu'ils souhaitent pratiquer. Vous voulez vous adresser aux adultes? Que les adultes. Que les adultes. Ouais. Voilà. Pourquoi? Parce que non, mais je pense qu'il y a une bonne raison. Pourquoi? Parce que pour les enfants, c'est encore trop fragile, trop complexe. Bon, les enfants vont plutôt s'orienter vers des bagues. Ils n'ont pas de soucis par rapport à ça. Et surtout, ça permet de les forcer à être rigoureux. On ne peut pas les enlever. Nous, on fait que des aligneurs. Ça s'enlève. Donc, c'est plus difficile avec les enfants. Il va à l'école, il l'enlève. Le traitement, il dure 5 ans. Ouais, très juste. On paye pour rien. Donc, que les adultes. Et en fait, quand on regarde les stats, il y a un Français sur 2 qui veut des dents plus droites. Il n'y a pas un Français sur 2 qui a moins de 16 ans, donc ça veut dire qu'il y a un gros marché sur les adultes aussi. Un Français sur 2 veut les dents plus droites. Ouais, 54% précisément. Et donc là, vous vous proposez une solution. Alors, c'est une solution. Donc, alors, très rapidement, un aligneur, ça veut dire comment ça marche? Un aligneur, c'est une gouttière, j'en ai ramené d'ailleurs. Ah bah alors, des dents incroyables, voilà. Donc c'est une gouttière transparente, comme ça, qu'on vient clipser sur les dents, 22 heures par jour, et qu'on va porter pendant 2 semaines. Une fois qu'on a terminé les 2 semaines, on passe à la série suivante. Donc en fait, c'est un séquençage. C'est vos dents dans 2 semaines, ça va les forcer à se déplacer. On change jusqu'à arriver à la fin. Et donc la position finale, et vos dents sont censées avoir suivi le mouvement. Enfin, censé, ça marche. Ça marche, mais parfois, il faut s'y reprendre à 2 fois. Il y a des dents qui ne veulent pas forcément bouger dès la première série. Et c'est handicapant au quotidien? C'est-à-dire que vous pouvez parler normalement Alors, on zozote un petit peu au début, jusqu'à ce que la langue s'habitue un petit peu, parce que ça crée une surcouche. Mais après, au bout de 2 semaines, on s'habitue, on ne zozote plus. Mais ça veut dire que pour un adulte, c'est un engagement quand même qui va se voir. C'est-à-dire on va voir qu'il a dans la bouche, même s'ils sont transparents, ces écarteurs. Enfin, comment vous les appelez? Des aligneurs. Des aligneurs. Ou des gouttières. Ça se voit pratiquement pas. Ça se voit pratiquement pas? Non, il faut vraiment se concentrer. Ça brille un petit peu, mais on a des photos sur nos réseaux sociaux ou autres partagées par nos clients. Ça se voit pratiquement pas. Et donc le sujet, et c'est là où ça m'intéresse, c'est qu'en fait, vous le faites pas du tout. C'est pas parce que ça pourrait être le truc, mais qu'est-ce que vous nous mettez à l'antenne, un gars qui se pointe et qui dit qu'il a une solution? Non, parce que vous passez par les cabinets. Alors, des orthodontistes ou des dentistes d'ailleurs Les deux. Nathan, parce que les deux. Les dentistes font de plus en plus de traitements par aligneur. Alors, ils ne vont pas faire des traitements complexes comme nous. Enfin, nous, on n'en fait pas non plus. On fait des traitements simples à modérés. Tous les traitements complexes, on les laisse vraiment aux orthos. En fait, quand on a fondé Jouvence, on a regardé un petit peu ce qui se faisait. Le modèle américain, c'est vraiment pas de cabinet. On envoie des kits d'empreintes. Le patient prend ses empreintes lui-même, il signe une décharge, il reçoit son traitement. On s'est dit... C'est moyen. Mais oui, c'est moyen, on est d'accord, c'est moyen. Donc, on va chercher à adapter un petit peu... Mais même pour votre image, je trouve c'est moyen. C'est-à-dire que je pense que... Enfin, je parle sous votre contrôle, mais on a beaucoup plus confiance, en fait, dans un traitement qui va être en partie suivi par un professionnel de santé. Exactement, c'est de formidables prescripteurs. Ben oui. Donc, les clients vont leur poser des questions, ils vont avoir des réponses précises. Donc, c'est beaucoup mieux que lorsqu'on est livré à soi-même chez soi. D'ailleurs, on peut le voir en termes de taux de conversion. Là, je parle purement business. On a des taux de conversion qui sont presque 3 à 4 fois supérieurs à nos concurrents américains. Et donc, on comprend les dentistes, leur intérêt. J'imagine qu'ils touchent une commission à chaque fois qu'ils suivent un traitement. Donc, on comprend leur intérêt. Mais même les orthodontistes, parce qu'en fait... il y a trop de demandes, c'est ça le sujet. Même eux, en fait, ils sont d'accord pour vous accompagner sur cette solution Pas tous, ça dépend de la taille du cabinet, de leur chiffre d'affaires. Les dentistes, il y a plus de concurrence, donc ils sont plus à même ils veulent plus travailler avec nous. Les orthos, c'est un petit peu plus difficile de les convaincre, effectivement. Un traitement comme ça, dans un cabinet ortho, c'est 4 500, 6 000 euros.
Chez nous, comme vous l'avez dit, c'est moitié prix. Enfin, je voulais pas le dire, mais voilà, vous l'avez dit. Vive les vendeurs. Et après, là où c'est intéressant aussi, c'est que c'est quand même bourré de tech votre histoire. C'est-à-dire que l'une des clés grâce auxquelles vous arrivez à réduire les coûts, c'est qu'il y a beaucoup moins de visites en cabinet pour le contrôle. Beaucoup de choses peuvent se faire à distance, en fait. Exactement. En fait, les deux sont liés. Quand vous allez voir un praticien dentaire, que ce soit dentiste ou ortho, il raisonne en chiffre d'affaires par heure au fauteuil. C'est-à-dire qu'il a un objectif. Par exemple, je dois faire 300 € en une heure à mon fauteuil pour être rentable, payer les charges et me sortir un salaire qui permette de vivre, sympa. absolument. Qui justifie, mais je ne sais pas combien, 7-8 années d'études pour un dentiste, absolument. Exactement. Donc quand on réduit ces rendez-vous, normalement, le prix doit baisser également. Donc nous, on a développé une plateforme qui permet de suivre en fait les traitements à distance. On travaille aussi sur de l'intelligence artificielle derrière pour aider à la prise de décision, puisqu'il y a un contrôle toutes les 2 semaines. Et derrière, ça permet de réduire de pratiquement 80% le nombre de rendez-vous. Et alors ça, est-ce que c'est une... parce que si on peut élargir... Alors non, d'abord quand même, parce que pour lancer une boîte dans l'orthodontie, il faut quand même... je sais pas, c'est... D'où vient l'idée? Vous-même, vous êtes des études dentaires ou quelque chose comme ça? Non, pas du tout. Moi, école de commerce classique. D'accord. Et donc, vous regardez toutes les niches où il peut encore y avoir moyen d'aller défoncer quelques rentes par-ci, par-là? Non, je tombe sur un article, tout simplement. Je tombe sur un article de ce qui se fait aux États-Unis. On en a parlé juste avant et je me dis, c'est génial, mais est-ce que je peux l'adapter? Je creuse un peu et au bout de quelques jours, je me dis, allez, je me lance et 6 mois après, on lance et je lance. Parce que vous faites appel à des technos, vous l'avez dit, alors bon, un petit peu d'intelligence artificielle comme tout le monde, mais enfin, elles sont, j'imagine, sculptées, impression 3D, etc., les gouttières, il y a dans la prise d'empreintes, etc., et tout, enfin, il y a tout un tas de technos qu'il faut commencer à connaître. À maîtriser. C'est une courbe, on apprend de plus en plus. Alors nous, ce qu'on a fait dès le début, c'est qu'on a cherché à se faire un petit peu copain-copain avec nos différents partenaires, les praticiens dentaires, parce que c'est une source de savoir énorme. Et le but, c'était de les impliquer, qu'ils nous accompagnent. Pas juste on fait du business ensemble, mais sentez-vous impliqués dans l'entreprise, aidez-nous à développer la plateforme. Enfin, on va répondre à vos besoins, etc. Donc c'est comme ça, au final, que... Et donc le message, très rapidement, ça veut dire, ayez pas peur, entrepreneurs, d'investir dans le domaine de la santé, qui peut quand même paraître très complexe. Au contraire, les praticiens sont demandeurs, en fait. Ouais, il y a des praticiens qui sont demandeurs, il y a toujours des praticiens qui ne seront pas demandeurs et qui vont vous dire non, je ne veux pas innover, je suis très bien comme je suis. Il y en a d'autres qui sont demandeurs et en fait, ça leur change un petit peu du quotidien. Et in fine, ils aiment bien tout ce qui est start-up. Et notamment, on a des investisseurs maintenant dans l'entreprise qui sont des orthos. Et je n'ai pas eu à trop pousser pour les convaincre. Ils étaient super excités de rejoindre l'aventure. C'est génial. Nathan Carmel, donc cofondateur de Jouvence, c'était notre invité sur Bismart. Et les amis, on se retrouve demain, ce sera notre anniversaire. Voilà. Demain, ça fera 1 an qu'on est là. Still standing. Félicitations.